Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de l'agence créative Oiseaux Bondissants. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces termes, souvent abstraits, à travers les parcours inspirants de nos invités pour vous donner l'énergie de faire bouger les choses. On a envie de vous gorger de positif et de vous donner plein de motivation pour réaliser vos projets. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Marion Sarlet, cofondatrice avec Nicolas Sarlet de l'entreprise agricole Les Sourciers. Elle se définit comme maraîchère, formatrice, youtubeuse et maman de 2 petites filles. Vous la connaissez peut-être par sa chaîne YouTube à plus de 40 000 abonnés ou son compte Instagram très fourni. Marion est une agricultrice moderne, spécialisée dans la production de légumes, fleurs comestibles et plantes aromatiques rares à l'aide d'une technique méconnue, l'hydroponie durable. Le modèle qu'elle défend est celui de la microferme hydroponique, c'est-à-dire une production très diversifiée et intensive sur une faible superficie. Grâce à la production de leurs serres de 600 m², ils livrent des chefs restaurateurs dans tout le département du Gers et à Toulouse. Leur exploitation maraîchère est rentable, mais leur expertise ne se limite pas à la production de légumes de qualité. En effet, les Sourciers sont aussi un centre de formation dans les techniques d'hydroponie, bioponie et aquaponie, avec la particularité de mêler stages pratiques et cours en ligne. Nous parlerons donc des possibilités de se former à l'agriculture grâce aux méthodes d'enseignement modernes, de son parcours personnel et de ce qui l'a amené à se lancer dans l'aventure agricole et entrepreneuriale. Pour Marion, une agriculture idéale, c'est plein d'agricultures différentes qui se complètent, des agriculteurs bien informés et surtout soutenus par les consommateurs. Marion sort son premier livre, Monter sa microferme en hydroponie, bioponie et aquaponie, sur la plateforme de financement participatif Mimosa. C'est-à-dire que vous pouvez le précommander dès maintenant, le lien est en description de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette interview pour que Marion vous en parle. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bon épisode! Bonjour Marion. Salut Alex. Merci de nous accueillir dans ton bureau à la Grelais du Gers. Écoute, c'est un plaisir. C'est mon premier podcast et je suis très émue. J'espère être à la hauteur de tous les intervenants que vous avez eus avant. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Alors, Marion Sarlet, je suis un mammifère bipède. Je suis maraîchère de profession. Ça, c'est ce qui est inscrit, en tout cas, ce à quoi correspond mon numéro de siret. Et je fais beaucoup de choses dans la vie, toujours autour des thématiques qui me sont chères. Donc, en ce moment, ça va être l'agriculture, l'environnement et le partage des connaissances. Donc, si on veut quelques adjectifs, on peut dire maraîchère, formatrice, un peu youtubeuse de plus en plus, ce qui est assez rigolo. Et puis, je suis aussi maman, ça me prend pas mal de temps. Voilà, en gros, en quelques mots. Mais tu es aussi hydroponiste ? Voilà, la particularité du maraîchage, c'est qu'on fait pousser les plantes dans l'eau. Donc, on appelle ça de l'hydroponie. Mais l'hydroponie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu travailles en Bretagne dans des grandes serres chauffées et tu fais pousser des milliers de kilos de tomates dans de l'eau à toute vitesse ? Oh là là, le pire, c'est que je pense que beaucoup de gens autour de moi pensent que je fais ça. Alors, pas du tout. Je pense pas que tu serais venu me faire un podcast si je faisais pousser des tomates comme ça. Non, nous, on fait une autre façon de faire de l'hydroponie. Alors, il y a plusieurs façons de faire de l'hydroponie, tout comme, en fait, il y a plusieurs façons de faire pousser des plantes en terre. En terre, c'est quand même plus connu. Il y a plusieurs courants. On peut faire du conventionnel, du bio, et puis il y a plein d'autres façons de faire entre les deux, et même au-delà. Eh bien, en hydroponie, c'est pareil. On peut faire pousser des plantes de plein de façons différentes en fonction de, un peu de ses valeurs. Il y a plein de façons de faire de l'agriculture, hein. Et il n'y a pas de label bio pour l'hydroponie, donc je ne peux pas te dire on fait l'hydroponie bio. Ça n'existe pas pour la simple raison que, en fait, pour avoir le label bio, il faut que les racines soient en contact avec la terre. Alors, on applique tout un tas de valeurs de bio. On ne fait aucun traitement phytosanitaire. On recycle presque tous nos substrats, etc. On n'utilise aucun produit chimique pour le nettoyage. On est dans une micro-ferme. Enfin bon, on ne chauffe pas, on n'a pas de lumière. Voilà, il y a plein de valeurs, en tout cas, qu'on applique qui pourraient coller avec du bio, mais dans tous les cas, on n'a pas de label. Donc, tu as parlé que vous êtes sous le modèle de micro-ferme.
que tu peux décrire ce que c'est une microferme et puis aussi pourquoi faire de l'hydroponie, quels sont les avantages et pas directement planter dans la terre? Alors, une microferme, c'est de plus en plus connu. C'est un peu les modèles qu'il y avait avant. En fait, c'est des fermes à taille familiale. Donc, on a commencé ça juste à deux, moi et mon mari, sur une toute petite surface. Ça fait 600 mètres carrés. Pour des modèles de maraîchage, c'est quand même assez petit, même si à n'importe qui en milieu urbain, je dis ça, ils me disent « Waouh, c'est un énorme balcon !» Mais c'est quand même assez petit. Et du coup, quand on travaille sur des modèles de micro-fermes, généralement, on a ces valeurs de se dire il faut qu'on essaie de tout faire nous-mêmes, il faut que ce soit rentable, donc on est obligé de faire quelque chose qui soit très innovant pour avoir des modèles qui soient rentables, qui soient aussi durables. Le fait d'être petit, ça permet de mettre en place beaucoup de choses écologiques qu'on n'aurait pas pu faire sur une grande surface. Un exemple concret, par exemple, nous, on utilise des petits pots paniers en plastique dans lesquels on met nos plantes pour qu'ils poussent. Et en fait, si on était à grande échelle, ces pots paniers, je pense que le plus intelligent, ce serait de les jeter et d'en racheter. Et en fait, comme on est sur une petite surface, on peut se permettre de les nettoyer et de les réutiliser. Et les pots paniers, c'est là où on met la plante? Exactement, c'est là où on met la plante, ouais. C'est un petit pot qui soutient en fait la plante. Après ça, elle est maintenue dans des petites billes d'argile et ses petites racines nagent dans l'eau tranquillou. Mais on a besoin de ces petits pots paniers. Et en fait, ce serait trop dommage parce que c'est du plastique de les jeter, sachant qu'en plus, c'est du plastique recyclé et qui peut être utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais il faut avoir la main-d'œuvre et en fait, le choix de se dire je veux mettre ce temps dans le nettoyage de ce pot panier, qui est tout simple, hein, c'est une brosse qui est branchée sur une perceuse et il faut juste le faire. Et sur un modèle à grande échelle, on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Donc l'hydroponie, les plantes ont les racines dans l'eau. Donc c'est un circuit fermé et j'imagine que vous pouvez faire énormément d'économies d'eau et d'économies d'engrais, donc d'azote surtout. Oui, exactement. Si on en revient à la base de ce que c'est que l'hydroponie, en fait, c'est la grande famille des plantes qui poussent dans l'eau. Voilà. Donc, dans l'hydroponie, on va englober tous les sous-courants, bioponie, aquaponie. L'hydroponie, ça veut dire, au lieu d'avoir les racines dans la terre qui puisent leurs nutriments directement dans la terre, on les met dans l'eau. Parce qu'en fait, les nutriments, ils sont absorbés par les plantes que quand ils sont dissous dans l'eau. En terre, c'est la même chose, hein. Sauf que là, du coup, on se dit comment est-ce qu'on fait pour faire pousser des plantes quand on s'affranchit de la terre. Et donc, les nutriments sont apportés directement dans l'eau. Et après ça, selon la source de nutriments, à savoir si c'est plutôt minéral, on va parler juste d'hydroponie. Si c'est des nutriments d'origine organo-minérale, on va dire organique pour simplifier, on va parler de bioponie. Et ça, c'est des nutriments qui sont utilisables en agriculture biologique. Et ensuite, si une partie de ces nutriments sont apportés par des poissons qui, du coup, font caca dans l'eau, qui sont transformés par les petites bactéries, deviennent assimilables par les plantes, là, on va parler d'aquaponie. Et en effet, on fait des énormes économies d'eau parce que les systèmes sont conçus justement pour qu'il n'y ait presque rien qui s'évapore. Et donc, toute l'eau qu'on perd, c'est seulement celle que les plantes vont absorber. Et en fait, les plantes, elles ne mangent pas tant d'eau que ça. Donc, sur toute une année, nous, sur notre serre, pour avoir un exemple concret, on utilise 200 mètres cubes d'eau. Donc, ça représente 300 € d'eau. Donc, c'est vraiment chouette parce que du coup, c'est pas très cher. Et puis, surtout, on se dit, on utilise moins d'eau sur notre serre avec nos 6000 plantes qu'à la maison, ce qui est assez fou, alors qu'on n'est pas des gros dépensés. Puis, du coup, à chaque fois que vous apportez des éléments minéraux dans l'eau, ils ne sont jamais lessivés, ils ne se retrouvent jamais dans la nature. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça la magie de l'hydroponie. Il y en a beaucoup qui critiquent en disant qu'on va utiliser des éléments qui sont minéraux. Alors ça, c'est tout un débat. On pourra revenir dessus si tu veux, l'origine de ces minéraux. Mais c'est génial parce qu'en fait, on en utilise très peu au final parce que tant qu'ils ne sont pas absorbés par les plantes, ils circulent. Et donc finalement, c'est assez homéopathique la façon dont on les utilise. On est là avec nos petites pipettes à rajouter des minéraux dans l'eau, alors qu'il y en a qui sont avec leur big bag. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc il y a toujours une histoire d'échelle. On dit « Ah, l'hydroponie, c'est pas bien, les minéraux ». Mais on est là, mais en fait, si tu regardes la consommation des minéraux qu'on a, c'est rien. Et c'est magique. Et dans cette eau qui est en circulation constante, il y a tout un équilibre microbien qui se crée. C'est pas simplement de l'eau stérile avec des minéraux qu'on met avec des pipettes. Voilà. Alors ça, c'est un peu notre délire à nous, c'est de travailler sur quelque chose qui soit vivant. Parce que nous, on aime beaucoup la terre et on ne fait pas du tout d'hydroponie parce qu'on pense que la terre, c'est nul. On fait l'hydroponie parce qu'on pense que c'est intelligent et que ça doit évoluer. Et qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe en terre pour faire de mieux en mieux en hydroponie.
Alors, pour moi, la terre, c'est mieux que l'hydroponie. Hein. Je remets ça direct dans le contexte. Mais l'hydroponie a vraiment vocation à s'améliorer. Et une des améliorations, c'est de se dire, en terre, il y a beaucoup de matières organiques qui sont décomposées puis réassimilées. Comment est-ce qu'on peut faire ça en hydroponie? Et en fait, nous, c'est venu d'un constat. En fait, la première année, on travaillait que en minéral parce que c'était les solutions qu'on trouvait sur le marché. C'est comme ça qu'on s'était formé. Et puis, c'est la façon la plus simple de commencer. Donc, on a fait circuler notre système sur la même eau pendant 1 an, que du minéral. Et en fait, toute l'année, il y a des feuilles mortes qui sont tombées dans le réservoir. Il y avait des bouts de racines qui s'arrachaient quand on changeait les plantes de place et qui coulaient dans le réservoir. On a vraiment vu beaucoup de matière organique tomber dans le réservoir. Et je m'étais dit, oh là là, à la fin de l'année, on va avoir une quantité de matière végétale dans ce réservoir. Ça va être effrayant. Le mois de décembre arrive et en fait, il fallait qu'on change nos cuves de réservoir parce qu'elles n'étaient pas adaptées, elles étaient trop petites. On les a retirées avec la mini-pelle. On a laissé décanter. Avec une petite pompe, on a enlevé l'eau. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les matières organiques, donc les bouts de racines, de branches, de feuilles qui étaient tombées, tout était décomposé. S'était fait réassimiler par les plantes. Et au final, on avait un demi-millimètre de sédiments au fond du réservoir, pas plus. Et on s'est dit, en fait, c'est magique. Les plantes, elles se sont remangées elles-mêmes, exactement comme ce qui se passe en terre. Donc, ça doit être vivant. Et le fait qu'on n'ait pas changé l'eau permet en fait de maintenir cette vie bactérienne. Trop cool. Et du coup, en hydroponie, il n'y a pas de notion de terre, donc il n'y a pas de notion de terroir. Alors, comment est-ce que vous faites pour avoir des légumes qui ont du goût? Et quels sont vos clients? À qui vous vendez ce type de légumes? Ok. Alors, tout d'abord, le terroir, ça ne veut pas dire qu'il y ait du goût. Le terroir, ça veut dire qui correspond un peu, comment l'expliquer? Un terroir, ça va être un goût spécifique à une région sur une variété de plantes parce que ce territoire-là a certains minéraux dans son sol. Donc, en fait, ça va vraiment définir un type de goût. Ça ne veut pas dire ça a du goût et ce qui n'a pas de terroir, ça n'a pas de goût. En hydroponie, si on voulait s'amuser à faire du terroir, on pourrait dire, tiens, ça c'est exactement les mêmes minéraux qu'à tel endroit, donc on pourrait dire que c'est comme tel terroir. Ça n'a aucun intérêt à mon sens. Je pense que le terroir, il faut le laisser à la terre. Et en hydroponie, ce qu'on peut faire, c'est donner exactement ce dont les plantes ont besoin à tout moment. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est qu'au fur et à mesure qu'on apprend quels sont les besoins des plantes, on sait comment y répondre. Donc on sait qu'il y a 16 éléments, on connaît à peu près les proportions pour chaque plante dont elles ont besoin. Et on peut les pousser au maximum de leur potentiel génétique en leur donnant exactement ce dont elles ont besoin. Et donc, ça donne des plantes qui sont super belles, super bonnes, super grandes. Et c'est là l'intérêt de faire de l'hydroponie. Elles sont très bonnes, même si beaucoup de gens en doutent. Et moi, la première fois que j'ai goûté une plante en hydroponie, je me disais, elle pousse dans l'eau, donc elle a un goût d'eau. Maintenant, j'ai trop honte. Mais pas du tout. On peut faire des plantes qui sont super bonnes. Je ne vais pas dire qu'ils sont meilleures que la terre, parce que là encore, il y a aussi des plantes en terre qui n'ont pas de goût, parce que la terre est pauvre. Il y a des plantes en terre qui sont super bonnes. Donc, on ne peut pas comparer. Et c'est, encore une fois, dommage de comparer. C'est plutôt une question de variété de ce qu'on fait pousser plutôt que d'une histoire d'être dans l'eau ou d'être dans la terre. Alors, la variété joue beaucoup, en effet. La variété va apporter énormément, va apporter en fait les gènes d'une plante qui a plus ou moins, d'une variété qui a plus ou moins de goût. En plus de ça, il va y avoir la nutrition qu'on va lui apporter. Donc là encore, je te parlais de terre pauvre. Pareil, en hydroponie, on peut sous-nourrir les plantes en leur donnant que du NPK. La forme, elle est là, mais si tu n'as pas d'oligo-éléments, il y a quand même des choses qui vont manquer, autant sur leur résistance aux attaques et aux maladies. Donc que sur leur NPK, goût. c'est les bases, c'est azote, potassium et calcium. Non. Azote, potassium Phosphore. Et phosphore. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ce dont les plantes ont besoin en plus grande quantité. Après, l'oxygène, carbone, hydrogène. Voilà. Et ensuite, il y a plein de micro-éléments, il y a plein d'oligo-éléments dont elles ont besoin aussi. Et même si c'est en quantité minime, c'est hyper important pour elles. Et donc, on a dit que la variété était importante, on a dit que la nutrition était importante, et là, c'est un budget. C'est pour ça que la plupart des gens qui font des tomates en Bretagne, ils ne vont pas forcément mettre ce budget pour avoir une nutrition qui soit super complète, parce que derrière, ils les vendent dans des supermarchés à une clientèle qui va plutôt là pour une question de prix que pour une question de goût. Donc, en fait, ils répondent à un besoin. S'il n'y a pas le besoin d'avoir une tomate super bonne, eux, ils ne vont pas mettre le budget pour avoir des tomates super bonnes. Donc, c'est tout à fait logique. Ça ne fait pas d'eux des criminels. Hein. Ils répondent juste à un cahier des charges. Et la troisième raison, à mon sens, qui fait que nos plantes ont beaucoup de goût, c'est parce qu'on les récolte quand elles sont super mûres. En l'occurrence, pour les tomates,
Là, encore une fois, si on compare avec ce dont tu parlais au début, les tomates qui poussent en Bretagne, elles ne sont pas récoltées super mûres parce que sinon, elles ne pourraient jamais tenir pendant des dizaines de jours dans les étals du supermarché, puis chez le client. Donc nous, on part sur des variétés anciennes et on les récolte quand elles sont mûres. Elles sont livrées, récoltées le matin même, livrées avant le service du midi chez nos clients. Et il faudra qu'ils les mangent dans la semaine, sinon elles vont fondre. Et quels sont tes clients ? Alors, mes petits clients, j'en ai 25. C'est des chefs restaurateurs. Voilà. Nous, on travaille qu'avec des restaurants qui sont en recherche justement de plantes qui aient beaucoup, beaucoup, beaucoup de goût, qui tiennent dans le temps, qui soient ultra fraîches et qui soient locales, qui soient non traitées. Donc, on est dans le Gers ici. C'est une région qui est très touristique, très gastronomique. Donc, il y a pas mal de restos qui sont... Ouais, c'est ça, des restos gastronomiques, des étoiles Michelin. Et eux, en fait, ils sont en recherche de producteurs qui font des choses un peu différentes, tant autant des variétés que sur le mode de production. Donc, quand on est arrivé ici et qu'on a fait notre petite étude de marché, on voyait que la plupart allaient à Métro pour acheter des herbes. Alors, les produits Métro sont très bien, mais c'est juste qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent d'un peu loin. Et donc, ils ne trouvaient pas de producteurs locaux. Donc, on est vraiment arrivé, il y avait un besoin. Donc, c'était un plaisir parce qu'en fait, il suffisait juste de leur donner quelques herbes et ils étaient comme des fous. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites pousser et qu'est-ce que vous vendez principalement chez les sourciers ? Alors, vu la petite surface, on essaie de faire justement des plantes un petit peu rares pour qu'il y ait une forte valeur ajoutée pour qu'on puisse en vivre. Parce que quand on a un beau projet comme ça, si on veut que ça tienne dans le temps, il faut pouvoir être rentable. Donc, on fait beaucoup d'herbes aromatiques, un peu rares si possible. On n'a pas commencé par ciboulette persil, on a commencé par shiso japonais, moutarde rouge métisse, des bread mafan, enfin bon, des plantes un peu originales. Et puis en plus, moi j'adore. En fait, c'est mon grand délire, moi, d'aller chercher des variétés un peu rares, un peu cheloues. Voilà, je passe des heures sur Instagram à regarder. Bon, bref, des plantes rares. Donc beaucoup d'herbes aromatiques. En ce moment, c'est la mode des fleurs comestibles. Et là, vraiment, je parle de tendance parce que quand on s'est lancé, c'était pas la tendance. Donc, on fait plein de fleurs comestibles. Là aussi, les chefs sont super fans parce que c'est très important que ce soit frais vu que ça tient pas très longtemps. Donc, il faut pas que ça vienne d'Israël, quoi. Des tomates anciennes parce que c'est trop bon, même si ça demande beaucoup de travail. Quelques mini légumes, mini poireaux, mini fenouil, mini chou rave et des micro-pousses. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que les micro-pousses ? Alors, les micro-pousses, en fait, c'est plein de petites graines qui sont semées très, très collées pour faire vraiment au stade cotylédon plus de feuilles, des toutes petites pousses, mais vraiment petites, mais qui ont beaucoup de goût, qui sont très bonnes pour la santé, qui peuvent s'utiliser carrément comme un assaisonnement tellement elles vont être puissantes en goût. Et donc, on donne ça aux chefs, ils coupent et ils mettent ça sur leurs jolies petites assiettes. C'est hyper beau, c'est hyper bon. Et puis voilà, moi, j'adore. Bon, la vocation de ce podcast, c'est aussi d'inspirer et puis de donner un peu des idées aux jeunes qui veulent se lancer. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours en commençant peut-être par le lycée ou un peu avant, comme tu veux. Ok, je vais faire de mon mieux pour être concise. Alors, je pense que j'ai un parcours qui est assez typique et atypique à la fois. On va commencer par l'atypique. Je pense que ce qui m'a donné confiance en moi pour me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est aussi une question d'histoire personnelle. Déjà, je viens d'une famille nombreuse. Je pense que ça joue, parce qu'il faut avoir un petit caractère pour se faire entendre quand on est beaucoup d'enfants. Et puis mes parents, ils ont déménagé très très souvent. Tous les 2-3 ans, on changeait d'endroit en France. On a vécu 5 ans en Chine quand j'étais toute petite. Donc j'ai grandi là-bas. Et déjà là-bas, je voulais monter un club qui s'appelait SOS Nature. J'avais 7 ans. Ça commençait bien. Et puis on est rentré en France. Et j'ai été mise dans une école de filles et de bonnes sœurs. Là aussi, il faut être accroché pour survivre. Chouette. Au collège. Après ça, au lycée, ils n'ont pas voulu me garder. J'étais un peu turbulente. Et donc, j'ai fait un lycée normal. Et c'était super. À la fin du lycée, j'ai fait S parce que... Pas parce que dans ma famille, il fallait faire S. Hein. Puis de toute façon, je ne suis pas hyper littéraire, même si je viens d'écrire un livre. mais j'aimais bien tout ce qui était science et tout. Mais bon, dans ma famille, pour être un peu...
au niveau. Voilà, fallait un bac +5 et si possible ingénieur. Parce que je viens d'une longue lignée d'ingénieurs. Alors du coup, je m'étais dit, ok, moi je vais faire un G, je suis bonne en maths, en physique, tout ça, ça me parle. Donc j'ai fait l'option SI, sciences de l'ingénieur. Et quand on était en terminale, je crois, alors attention, tu vas dire, mais tu nous emmerdes avec tes anecdotes, mais en fait, c'est assez rigolo cette anecdote. Je pense que c'est assez représentatif de tout le reste de mon histoire. En fait, je voulais faire une prépa à la prépa. Ok. Donc en fait, sur les vacances d'avril, faire une espèce de formation express pour rentrer en prépa école d'ingé. Et le mec, il m'a fait passer une interview comme ça pour voir si j'étais assez calée pour pouvoir rentrer dans sa prépa à la prépa. Tu vois le truc. Et pendant l'interview, je ne sais pas comment le gars a calé ça, mais à la fin de l'interview, il est venu me voir, il me dit, écoute, moi je serais très contente que tu rentres dans ma prépa à la prépa d'école d'ingé, mais clairement, tu as un profil commercial. Et en fait, j'étais tellement sur le cul que le gars, dont le métier, parce que c'était payant ce truc, c'était hyper cher, dont le métier était de recruter des stagiaires pour rentrer dans sa prépa, me disent de ne pas le faire. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne peut pas être le hasard. Si le gars à qui je suis prête mes parents, signer un chèque pour rentrer là-dedans, il me dit, le fais pas, tu as un profil commercial, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et du coup, direct, dans la voiture, retour à la maison, je dis à ma mère, en fait, je vais faire une école de commerce. Ça vous va ? Elle m'a dit, oui, tu fais ce que tu veux. Et en fait, ça, c'est assez représentatif du reste de ma vie parce que finalement, j'ai un peu laissé... j'ai un peu eu foi au destin. Tu vois, quand il y avait des petits signaux comme ça, j'ai pas hésité à dire, cool, j'ai du mal à prendre une décision, mais là, je considère que ça, c'est un petit signe et je vais le suivre. Et puis comme ça, je pourrais pas dire que j'ai pris une mauvaise décision. Je dirais que c'est la vie qui m'a aiguillée comme ça. Et même quand c'est dur, doit y avoir une raison derrière. Voilà, une sorte de fatalisme. Mais optimiste, finalement. Et est-ce que tu veux nous raconter quelle école de commerce tu as fait ? Ouais, j'ai fait Kedge à Marseille. C'était génial. À l'époque, du coup, je m'étais un petit peu éloignée de mes valeurs. Parce que je me rappelle, quand j'étais au lycée, ce qui m'intéressait, j'étais allée voir des conseillers d'orientation. J'étais le genre de personne ultra stressée par le fait qu'il fallait déjà en première que je sache quel métier je voulais faire. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était l'architecture et la nature. Donc finalement, aujourd'hui, je me rends compte que j'y suis, dans le design des micro-fermes. Mais je m'étais renseignée pour faire des écoles d'archi aussi. Bon, bref. Et après ça, quand j'étais en école de commerce, tout ce qui m'intéressait, c'était de boire. De faire la fête. Voilà, c'était bien. J'ai vraiment vécu mes années étudiantes comme un vrai étudiant à fond. Enfin, un vrai étudiant à l'époque, parce que maintenant, les étudiants d'aujourd'hui, je vois, ils sont beaucoup plus matures que moi quand j'étais étudiante. Ouais. C'est peut-être le recul qui te donne cette impression, mais ils n'ont peut-être pas du tout changé en fait. Peut-être. Et est-ce que tu as un souvenir de stage en particulier qui t'a marqué et qui t'a fait avancer vers là où tu es aujourd'hui ? Ouais, j'avais choisi cette école-là parce qu'on pouvait faire beaucoup d'années à l'étranger. Donc je suis partie vivre 1 an à Montréal et puis à Liverpool en Angleterre. Et j'ai fait un stage dans une boîte de tourisme. Et en me disant, ouais, trop cool, voyager et tout. Et en fait, il ne s'occupait pas du tout de moi. Bon, là, c'était vraiment une question de maître de stage. D'ailleurs, il avait oublié que je venais en stage. Il était avec un groupe au Brésil pendant que j'étais là. Bref. Ouais, c'est un classique. Ouais, pas ouf. Maintenant, quand j'ai des stagiaires, j'essaie de mieux m'en occuper. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir rien à faire de mes journées. Et j'ai jamais été aussi dépressive de ma vie que quand j'avais rien à faire. Et je me suis rendu compte que je faisais partie de ces personnes qui ont vraiment, vraiment besoin de faire des choses pour être heureux. Et donc maintenant, quand j'ai trop de choses à faire, ce qui est à peu près 100% de mon temps, j'ai tout à fait conscience qu'en fait, c'est là que se trouve mon bonheur. Donc même si je me plains d'être débordée en permanence, je sais que c'est comme ça que je suis heureuse. Et que si j'étais pas débordée, je serais malheureuse. Donc ça me permet de mettre ça en perspective et de me dire, je suis débordée, c'est horrible, mais en même temps, c'est trop cool. Finalement, c'était un stage développement personnel et la quête de son soi intérieur. Mais grave. D'ailleurs, à cette époque, j'avais ouvert 2 blogs. Enfin bon, du coup, je m'occupais un peu comme je pouvais. Mais... Et c'est à quelle période que tu es partie en Argentine ? Et donc, pour avoir le diplôme, il faut parler 3 langues couramment. Donc moi, je parlais anglais et français très bien. Je parlais un petit peu chinois, mais pas assez pour pouvoir caler ça. Donc, je suis partie. Il fallait que je parle espagnol. J'ai juste... fait quelque chose qui est très mariant. J'ai pris la carte du monde, j'ai dit je vais partir le plus loin possible. J'ai vu l'Argentine, j'ai vu Buenos Aires, je me suis dit ça a l'air d'être au bord de la mer ce truc, sympa, on va pouvoir continuer la fête. Et donc voilà, je me suis dit Argentine, ils parlent français, et donc j'ai postulé là-bas à Citroën.
ce qui n'a vraiment rien à voir avec mon métier actuel, on est d'accord. Et je suis partie faire mon stage de fin d'études là-bas. À la fin de mon stage de fin d'études, ils m'ont proposé une embauche. Moi, j'étais très heureuse dans la boîte où j'étais parce que pour le coup, j'étais vraiment débordée. Et c'était hyper intéressant. Et donc, j'ai dit, bah ouais, embauchez-moi, je reste. Et en plus, du coup, c'est eux qui m'ont payé mon master. C'est pas mal aussi, parce que ça coûte cher. Un master là-bas que j'ai fait, et c'était hyper intéressant aussi le master, parce que c'était qu'avec des gens qui avaient déjà plusieurs années d'expérience dans une boîte. C'était vraiment orienté à des gens qui sont déjà intégrés dans le monde professionnel, ce qui n'était pas mon cas. Mais du coup, ouais, ça m'a fait mettre un pied dans un level un peu plus haut que le mien. C'était très, très chouette. Et chez Citroën, je m'occupais de toute la partie communication. Mais alors, c'est génial parce que c'est une petite boîte petite succursale d'une très grosse boîte, et donc je faisais vraiment de tout. Relations de presse, événementiel, marketing, je leur ai ouvert leur page Facebook, tout. À une époque où Facebook venait juste de naître et qui n'était pas du tout accepté de faire du marketing sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ah ouais, c'était horrible. Je devais convaincre mon patron que c'était pas dangereux d'utiliser une page Facebook. Il m'avait dit, il n'y a pas moyen de fermer les commentaires pour que personne puisse dire quoi que ce soit et qu'il n'y ait pas de gens qui puissent se plaindre. Et j'étais là, en fait, l'intérêt, c'est que les gens puissent parler, qu'on puisse les écouter. Maintenant, ça a bien évolué. Et puis, chaque publication, il fallait que je le fasse valider par toute la hiérarchie. Aujourd'hui, je pense aux publications que je fais sur ma propre page Facebook. Justement, je m'amuse trop à faire des blagues, mettre des emojis dans tous les sens, à raconter un peu n'importe quoi. Et je suis bien contente d'avoir personne qui me le valide, quoi. Et donc, tu es resté combien d'années en Argentine ? Finalement, après ce stage, cette embauche, j'ai changé de boîte, j'ai rencontré mon chéri, et du coup, je suis restée 5 ans. Jusqu'en 2013. Et à quel moment est-ce que tu as créé Les Sourciers avec Nicolas ? Justement. En 2013, on a décidé de démissionner parce qu'on s'était mariés, ils ne connaissaient pas la France. On a dit, viens, on va faire une petite expérience en France. Moi, je visionnais ma vie un peu comme ça. De toute façon, on déménageait tout le temps. Et je m'étais dit, on va qu'à faire 2-3 ans en France. Puis après ça, on verra. Peut-être qu'on pourra aller au Canada. Et quitte à démissionner pour déménager en France, j'ai dit, viens, on a qu'à essayer de faire un truc qui nous plaise un peu plus. Moi, j'avais toujours eu cette petite idée dans la tête de monter ma boîte. Je pense que j'avais toujours un petit peu la fibre comme de l'entrepreneuriat. En tout cas, j'avais envie d'essayer pour pas me décevoir moi-même plus tard. Et même si ça ratait, ce qui était à peu près le plus probable à cette époque, pour moi, c'était vraiment pas un échec. J'avais vraiment beaucoup réfléchi là-dessus en me disant, même si ça rate, au moins, je pourrais me dire que j'ai essayé, quoi. C'était l'état d'esprit à l'américaine de il faut avoir un maximum d'échecs pour apprendre le plus possible. Et on a plus confiance en un mec qui a déposé le bilan de sa boîte pour en créer une nouvelle plutôt que quelqu'un qui est tout frais. C'est vrai, ouais. Mais moi, j'y crois à fond à ça. Hein. Et en fait, j'ai vachement étudié mes peurs. Je me suis dit, qu'est-ce qui me freine ? Et je m'étais rendu compte que ma peur la plus profonde, c'était d'être SDF. Après ça, je m'étais dit, quelle est la probabilité que ça arrive ? Parce que même si je plante ma boîte, que je m'endette, en fait, j'ai une famille, j'ai des amis. Je pense que c'était quand même assez peu probable. Donc, je me suis dit, à partir du moment où ma peur la plus forte, elle est très improbable, faut arrêter d'avoir peur, faut y aller, quoi. Et c'était quoi l'idée initiale, alors, des Sourciers ? Alors, en Argentine, en 2011, on a découvert l'hydroponie. On s'est formé à Buenos Aires, mais de façon domestique pour avoir un petit système sur notre balcon. Enfin, au début, on avait essayé tout seul. Et en fait, c'est quand même technique, l'hydroponie. On ne peut pas vraiment se lancer en hydroponie comme on se lance en terre en disant je vais apprendre au fur et à mesure. On a tué beaucoup de plantes jusqu'au moment où on s'est dit en fait, il y a quand même quelques notions de physiologie végétale et puis surtout de chimie, un petit peu toutes les notions de pH, d'électroconductivité qui sont bien d'acquérir avant de se lancer quand même. Donc, on a suivi une formation sur un week-end. C'était un investissement quand même, ça coûtait super cher, je me souviens. Donc, on s'était dit, si on le fait, il faut vraiment que derrière, on fasse quelque chose de sympa sur notre balcon. Donc, on a économisé, on a fait cette petite formation. Et ensuite, pendant 2 ans, on a fait pousser des plantes sur notre balcon. Et c'était vraiment notre petite bulle de bonheur, quoi. On rentrait du travail et on s'occupait de notre petite plante. Et puis, du coup, ça nous permettait d'avoir des plantes qui sont très bonnes à manger parce qu'en Argentine, ils ne sont pas très, très forts sur tout ce qui est végétal. Tout ce qui est viande, oui, ils sont très forts, mais alors le végétal, c'est vraiment pas leur priorité. Alors que moi, j'adore ça. Donc, on a fait pousser des plantes sur notre balcon à Buenos Aires et c'était tellement magique. C'était excellent. Enfin, ça nous stimulait intellectuellement beaucoup plus que notre job. Alors, on s'est dit, on pourrait essayer de voir si on pourrait pas vivre de ça en France, d'une manière ou d'une autre. Initialement, l'idée, c'était de se dire, Nico, qui est très, qui est clairement un scientifique,
il s'était dit, moi, j'aimerais bien essayer de développer des petits systèmes pour des balcons ou fabriquer de la solution nutritive, des choses comme ça. Et moi, j'adore transmettre, j'adore la pédagogie. Donc, je m'étais dit, moi, j'irais bien dans les collèges, dans les écoles primaires, installer des petits systèmes là-bas et expliquer aux profs comment est-ce qu'ils peuvent s'en servir pour transmettre tout un tas de connaissances aux enfants. Ça, c'était l'idée première quand on est arrivé en France. En fait, on a déménagé en juin 2013 et on s'est dit, tiens, on va quand même passer l'été à faire des vacances et puis à explorer un petit peu quels sont le ressenti des gens quand on leur parle d'hydroponie. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était très mal vu, l'hydroponie. Donc, on parle d'hydroponie et soit les gens pensaient qu'on était des hippies qui veulent faire pousser de la bœuf, soit on nous dit « Ah, ce truc dégueu, anti-écologique, qui n'a pas de goût ». Donc, on est tombé de haut, on a pris une grosse claque par rapport à notre projet et on s'est dit « Oh là là, en fait, peut-être qu'on ne va rien pouvoir faire là-dedans. Les préjugés sont très installés. Peut-être qu'il va falloir qu'on retourne postuler à Citroën, porte de Saint-Ouen. » Et puis, finalement, on a acheté un livre sur l'hydroponie, qui est un peu le livre sur l'hydroponie, qui s'appelle « L'hydroponie pour tous » de William Texier. On l'a lu et en fait, par hasard, on a essayé de rencontrer William. Mais vraiment par hasard, on se faisait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et un jour, on s'est rendu compte, tout en lisant le livre, qu'on était à Auch et que General Hydroponics, donc, qui s'appelle maintenant Terra Aquatica, qui est l'entreprise de William Texier, l'auteur donc, de ce livre, c'était juste à côté. Et donc j'ai dit à Nico, viens, on essaie d'aller le rencontrer, quoi. On était au camping et tout avec le livre. Et c'était vraiment en retournant le livre, j'ai vu 32, je dis mais on est dans le 32, mais il est à côté, viens, on essaie d'aller le voir. On a qu'à arriver avec l'excuse de on veut un autographe et puis on lui demandera s'il a des conseils pour nous, pour deux jeunes qui veulent se lancer. Et donc on a essayé d'aller le voir et en fait il n'était pas là, il était aux États-Unis, mais on a réussi à gratter son email. Et on a terminé notre périple du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et en septembre on lui a écrit en lui disant « Ah, voilà, super votre livre, on aimerait bien vous rencontrer. » Et lui, il répond « Si vous avez des questions, si vous voulez, je suis disponible par téléphone. » Mais on sait très bien qu'un contact téléphonique ne vaut pas un contact face-to-face. Donc, j'avoue, j'ai un peu pipoté. J'ai dit « Dans tous les cas, il faut qu'on retourne dans le sud, je dois aller chercher ma grand-mère. » Tu parles. Ma grand-mère était dans les Alpes. William était dans le Gers. Mais bon. Et du coup, on s'est donné un rendez-vous. On allait dans le Gers exprès pour le rencontrer. Et c'était génial. On a tout de suite accroché. Ils étaient super contents de voir des jeunes qui voulaient se lancer dans l'hydroponie sans vouloir faire du cannabis. Parce que finalement, à cette époque-là, tout ce qui vendait dans le système hydroponique, c'était pour faire pousser de la bœuf dans des sous-sols. Donc des tout petits systèmes, pas spécialement de conscience écologique. On leur a dit, nous, on veut faire tout pareil, de l'eau recirculée, aucun phytosanitaire, mais pour du basilic. Et en fait, ça leur a rappelé leurs propres souvenirs quand ils étaient jeunes en Californie. Et eux, ils ont commencé comme ça, en faisant pousser du basilic et des poivrons en Californie. Donc ils nous ont encouragés. Et c'est eux qui nous ont dit, si vous voulez fabriquer des petits systèmes ou faire de la pédagogie, il faut commencer par vous faire la main. Et pour vous faire la main, il faut se lancer dans le monde agricole, monter une micro-ferme. Et ils nous ont dit, pour eux, ça a marché quand ils étaient jeunes, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour nous. Ça n'existe pas, personne ne sait faire ça. Lancez-vous, essayez. Et alors moi, je suis tombée des nues parce que ça voulait dire devenir agricultrice. Et alors moi, à cette époque, c'était hyper loin de moi. C'était loin du projet de vie de déménager sans arrêt et de pouvoir rentrer à Buenos Aires ou d'aller au Canada juste après l'expérience. À la limite, pourquoi pas, parce que je pouvais être agricultrice pendant juste quelques années. D'ailleurs, c'est ce que je m'étais imaginé à l'époque, mais devenir agricultrice, en fait, en 2013, ça avait encore une connotation péjorative, je trouve, d'être paysanne. Et d'ailleurs, je l'ai bien vu, parce que quand je l'ai annoncé autour de moi, on me disait « Mais Marion, après toutes ces études et tout, tu te rends compte que là, il n'y a plus de voiture de fonction ?» En plus, tu es devenue agricultrice paysanne sans tracteur. Alors, même pas le prestige du tracteur. C'est clair. Non, c'était tout le monde était un peu choqué par cette décision. Ils me prenaient un peu pour une folle. Après voilà, l'avantage, c'est que je mettais personne en péril. Je leur disais, écoutez, c'est le moment où je peux prendre des risques. J'ai personne à charge, j'ai pas d'enfants, mes parents sont en bonne santé. Je ferai attention de ne pas faire de crédit trop important. Ça m'amuse. Et puis... Nico était dans le même délire. Donc c'était un peu inconscient. Je pense que je me rendais pas compte à l'époque là où je me lançais. Cependant,
c'était un monde nouveau, et comme tous les mondes nouveaux, c'est à la fois un peu inquiétant, mais à la fois un peu excitant. Je savais qu'on allait apprendre énormément sur le chemin. Et puis, je trouvais que c'était pas par hasard qu'on soit tombé sur William et Noseta pile à ce moment. C'est comme si les étoiles étaient un peu alignées dans le ciel, tu vois. C'était le deuxième signe du destin, après le mec de la prépa à la prépa qui t'a dit de partir en commerce. Mais ma vie a été truffée de... T'as rencontré William Texier. C'est ça, je me suis dit, si je l'ai rencontré pour qu'il me dise ça à la première rencontre qu'on a eue, qu'il me dise deviens agricultrice, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Je suis contente que quelqu'un d'autre décide pour moi de ce que je vais faire. C'est parfait. Comme ça. Tout ça pour conclure ton plan de carrière de quand tu avais 12 ans et que tu voulais devenir architecte et faire du paysagisme ou aimer la nature. Je me souviens plus exactement ce que c'était le projet. Ouais, architecte et être sur l'environnement. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis dit, on n'a qu'à monter une petite ferme pendant quelques années. Juste le temps de voir comment ça marche, de se former, et ensuite on pourra tout à fait faire autre chose. Et je le voyais vraiment comme ça. À l'époque, c'était un test. On était sur le point de monter une serre. Alors moi, mes parents vivaient encore en Chine à l'époque, où on est rentré en France. Tous mes frères et sœurs étaient à l'étranger. Il n'y avait que ma grand-mère qui vivait en région parisienne à l'époque, qui avait un grand jardin, qui m'avait dit « Oui, viens monter ta serre dans mon jardin !» Et je ne savais même pas ce que c'était qu'une serre. Alors, c'est trop la honte que je dise ça, mais on avait décidé de recouvrir d'une bâche plastique une espèce de tente, tu sais, comme les grandes tentes qu'on monte pour les mariages, et en se disant que ça allait être une serre, tu vois. On venait de très très loin. Et le jour où j'appelle tous mes amis pour m'aider à monter ce truc, William m'appelle, le jour même, je te jure, et il me dit « Ah, écoute Marion, on a des amis qui ont une serre à louer dans le Gers, ça te dit pas de venir l'occuper ?» Je te jure que c'était le même jour. On venait de monter cette tente et j'étais en train de remercier mes amis quand il m'a appelé. Et du coup, j'ai raccroché et j'ai dit à mes amis, on replie la tente, on va vivre dans le Gers. Et c'était là, quoi ? Mais attends, t'es sûr ? Je suis là, oui, il m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait une serre en location. Moi, c'est parfait, je vais là-bas, c'est le sud, j'y vais. Et la semaine d'après, on était en train de visiter des appartes dans le Gers avec Nico. Tu vois, on s'est vraiment laissé porter. On n'a aucun mérite. Donc, le modèle de micro-ferme hydroponique, c'est certainement idéal pour l'agriculture urbaine ou l'agriculture sur les toits qui est super à la mode aujourd'hui. Est-ce que c'est très développé ? C'est vrai qu'en plus, en 2013, ça correspondait pile poil avec le boom de l'agriculture urbaine. Et l'hydroponie commençait à faire sa place comme une des solutions pour l'agriculture urbaine. Et c'est pour ça que ça me parlait. Moi, je savais qu'on n'allait pas pouvoir faire des grandes serres hydroponiques pour faire des tomates pour le supermarché. Je trouvais que c'était une solution intelligente pour faire pousser des plantes là où d'autres ne peuvent pas en faire pousser. Donc sur des toits, dans des sous-sols, sur des sites pollués. Il y en a pas mal en milieu urbain. En fait, on ne peut pas faire de l'agriculture de pleine terre parce que ça a été pollué, parce qu'avant, il y avait une usine de je ne sais pas quoi. Et donc, on s'était dit, c'est génial, l'hydroponie pour ce genre de site, c'est vraiment idéal. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment la course aux appels à projets. Fallait monter des dossiers, c'était compliqué pour avoir du foncier. Donc, on s'est dit, génial, cette petite serre dans le Gers, c'est l'opportunité. On se fait la main, on fait pousser des plantes. On teste un modèle technique qui n'existe pas, un modèle économique qui n'existe pas trop encore. Et si ça marche bien, ce sera beaucoup plus facile pour nous de se faire une place en milieu urbain. Et donc, vraiment, on s'était dit, on va vivre 1 ou 2 ans dans le Gers. Parce que le foncier, il est accessible là tout de suite et que moi, j'avais pas envie de monter des dossiers pendant des années. Je voulais vraiment mettre les mains dedans pour voir si ça me plaisait. Et ensuite, on irait vivre en ville. Sauf que on s'est fait attraper par la douceur de vivre du Gers. Et du coup, maintenant, ça fait... j'ose même plus compter. 2013, ça fait 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans qu'on est là et il n'est pas question qu'on bouge, on est trop heureux. Alors, j'ai conscience et je prends soin de me flageller tous les jours en me disant je fais du hors-sol là où la serre, elle est... Là où il y a de la terre. Là où il y a de la terre, c'est ça. Et je sais que c'est pas un exemple et je le dis volontiers, je suis très réaliste par rapport à ça. Très consciente que l'idée, c'est pas de faire du hors-sol sur de la terre, ça c'est complètement débile. Mais je pense aussi que dans des projets de vie, il n'y a rien qui est complètement parfait. Ça s'est fait comme ça et maintenant, on est ici, ça correspond à notre histoire. Si on déménage, je peux tout à fait m'installer, je sais pas moi, à un endroit où il n'y a pas de terre. Et la plupart des gens qu'on forme, en fait, parce que du coup, entre-temps, on est devenu centre de formation professionnelle, et la plupart des gens qu'on forme, ils viennent se former parce que justement, ils n'ont pas l'accès à une terre arable. Il y en a beaucoup en ville, beaucoup sur des terres polluées, typiquement dans les dom-toms, à cause du chlordécone.
et beaucoup qui ont très peu d'eau. Et là, typiquement, je parle d'Afrique du Nord. Comme ils sont francophones, ils nous connaissent grâce à nos vidéos YouTube, généralement. Et en fait, ils n'ont plus trop d'autres choix pour faire pousser des plantes que de faire du hors-sol parce que ça leur permet de faire des économies en eau. Mais je sais que tu interviens aussi sur les problématiques d'agriculture urbaine au travers de la FOP. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu es bien renseigné. Donc, une de mes casquettes, c'est je suis vice-présidente de la FOP. Donc, c'est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle qu'on a montée en 2016-2017 par là, dont l'idée était, et c'est vraiment toujours une de mes missions de vie, fédérer, rassembler, protéger les petites structures. Donc, en agriculture urbaine, c'était génial comme ça a commencé. C'était plein de petites personnes, de grandes personnes, mais de petites structures avec des très fortes valeurs. Et quand toute cette vague de greenwashing est arrivée, on a vu qu'il y avait d'autres grosses structures avec moins de valeurs qui ont voulu s'approprier tout ça. Et on s'est dit, en fait, il faut travailler ensemble, il faut se fédérer pour pouvoir continuer à exister dans quelques années, pour ne pas se faire complètement bouffer. Et c'est génial parce qu'en plus, on a des activités au sein de l'agriculture urbaine qui sont hyper complémentaires. Et c'est un très beau mouvement. Moi, j'adore. C'est souvent critiqué, l'agriculture urbaine, par l'agriculture rurale, parce que c'est mal présenté par les médias. Les médias présentent souvent ça comme une solution pour nourrir les villes, alors que pas du tout. Je pense qu'on est tous conscients que l'agriculture urbaine ne nourrira jamais les villes, qu'on a besoin de l'agriculture rurale pour nourrir les villes. Mais l'agriculture urbaine, elle a une autre mission qui est plutôt d'éduquer, de sensibiliser à l'agriculture, aux agricultures. Chose que en agriculture rurale se fait peu parce que les gens déjà n'ont pas forcément le temps et puis ils ne sont pas proches des consommateurs comme ça se passe en agriculture urbaine. Donc ce qu'on essaye de faire aussi au sein de la FOP, c'est de rassembler ces deux mondes, de créer des ponts, de montrer que c'est complémentaire et qu'il ne faut surtout pas faire de clivage parce que c'est trop dommage, on défend tous les mêmes choses. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le monde agricole, à part l'architecture et l'environnement? Au début, je vais t'avouer que le monde agricole m'intéressait pas, j'en avais un peu peur. J'avais une vision très caricaturale, malheureusement. Je pensais que c'était très machiste, que c'était... j'avais un peu ces préjugés sur les paysans comme des personnes un peu brutes, pas forcément très, très érudites, et je me suis trompée tellement. Franchement, les premiers paysans que j'ai rencontrés, ce sont toujours des puits de savoir, avec des magnifiques bibliothèques, des connaissances musicales de folie, sans parler évidemment des connaissances sur les végétaux, sur la nature, sur l'environnement qui sont fabuleuses, mais au début, je m'étais vraiment plantée sur le monde agricole. Honnêtement, parce que je m'y étais pas intéressée. Et c'est très dommage. Maintenant, je suis rentrée dedans. C'est un monde fascinant, avec beaucoup de facettes différentes. Et j'ai l'impression, j'aime cette multiplicité, justement. Il y a plein de petits conflits au sein du monde agricole, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de facettes différentes. C'est un monde qui gagne à être connu. Incroyable, ouais. Mais il est de plus en plus connu. On est dans une super tendance, là. C'est génial, il faut en profiter, il faut pousser ça, il faut encourager. Les gens s'intéressent aux plantes en ce moment, aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai l'impression qu'on peut te définir comme une autodidacte. Ouais, c'est clair. En tout cas, au niveau agricole, c'est sûr qu'on a tout appris nous-mêmes. On n'a pas suivi de formation, on n'a pas de formation agricole. On a suivi quelques petites formations ponctuelles à droite à gauche. Mais sinon, non, on apprend en faisant. Enfin, moi, je suis vraiment partisane de ça. Souvent, les grandes formations, je trouve que tout ce qui est académique, pour moi, c'est terriblement ennuyeux. Alors, peut-être que ça a changé depuis l'époque où j'étais en école, mais ça m'a jamais trop parlé. Les formats me parlaient pas, et puis il n'y a pas assez de mise en pratique. Je pense qu'il faut des formats qui soient attractifs, pédagogiques, et surtout de mise en pratique. Et donc, nous, on a beaucoup appris en faisant, on a fait beaucoup d'erreurs. Il faut se sentir libre de faire des erreurs, de se planter, de tuer des plantes. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'élevage, parce que j'apprends en faisant, et je pense que je dormirais très mal la nuit si je faisais de l'élevage et que je tuais mes animaux. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'aquaponie, en l'occurrence. Et après ça, j'ai de la chance parce qu'on est deux, et Nicolas est très, très calé sur tout ce qui est technique, et peut-être des sujets qui, moi, m'ennuient un petit peu, comme la chimie. Quand c'est vraiment trop poussé, là, il prend le relais et c'est chouette. Quelles
Qu'est-ce que tu penses du système éducatif français aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on forme vraiment des professionnels ou qu'on donne les clés aux lycéens, aux étudiants, à la fac pour réussir à continuer à apprendre toute leur vie et à trouver leur métier, trouver leur voie? Non, alors je suis désolée, d'habitude je suis positive, mais là, sur le système éducatif, je suis assez critique. Pourtant, ma mère est prof, hein, mais non, je trouve que le système éducatif n'est pas très bien fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur les étudiants. Plusieurs choses. Tout d'abord, je rencontre de plus en plus d'étudiants qui sont ultra stressés, comme moi, à leur âge, de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, alors que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard. Aujourd'hui, on a des vies qui sont multiples. On voit plein de jeunes qui changent de métier. Enfin, plein de gens. Et c'est bien, et c'est normal, et c'est très riche. On n'est plus dans les modèles avant de nos parents qui faisaient toute leur carrière dans la même boîte. Ça, c'est fini. Je crois que ça intéresse plus grand monde. Et puis même pour les boîtes, c'est pas très intéressant d'avoir des gens qui sont plus stimulés par leur... Enfin, bon, ça, c'est vraiment juste mon point de vue. Donc déjà, il ne faut pas leur mettre trop de pression à ces jeunes sur le fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et puis pour moi, on se rend compte de ce qu'on veut faire déjà quand on fait beaucoup de mise en pratique. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mise en pratique aujourd'hui dans le système éducatif. Il y a des petits stages, mais pour moi, c'est quand même trop peu. Et... j'ai un trou. C'est quoi le truc que je voulais dire Et finalement, c'est très rare qu'on fasse un métier qui soit vraiment en relation avec les études qu'on a fait. Voilà, c'est ça. Merci. C'est exactement ce que je voulais dire. Je me suis rendu compte quand j'étais assez jeune, avant de passer mon bac, j'avais passé un bout de temps, comme j'aime bien faire un petit peu de sociologie à mes heures perdues, j'étais allée interviewer tous les gens que je rencontrais, les amis de mes parents, le boucher, la boulangère, tout le monde, et je leur demandais ce qu'ils avaient étudié et ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Et en fait, je m'étais rendu compte que la majorité, en tout cas plus de la moyenne, avaient fait des études qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils faisaient au jour où je les interviewais. Et en fait, ça m'avait décomplexée. Je m'étais dit, en fait, c'est pas grave, on fait des études sur les sujets qui nous intéressent ou qui intéressent nos parents, par défaut, au moment où on les fait. Et après, en fait, la plupart des gens terminaient en me disant, oui, en fait, mon voisin m'a dit qu'il faisait ça, je suis allée voir, et ça m'a plu, et puis ils avaient un poste pour moi. Ou alors, oui, lors d'une soirée, il y avait une fille qui m'a dit que ça. Et en fait, c'est que par les rencontres que les gens faisaient leur job. Par des hasards de la vie. Et je me suis dit, génial, la vie est trop bien faite. Les gens, ils se retrouvent dans ces postes par des rencontres. Et donc aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, je leur dirais déjà de ne pas se stresser s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ensuite, s'il y a des sujets qui vont les intéresser, comme par exemple, je ne sais pas moi, le jardinage ou l'environnement, en fait, qu'ils essayent de s'entourer de gens de ce monde-là, comme pour essayer de s'imprégner, un peu comme un buvard. Et c'est dans ce monde-là qu'ils vont rencontrer des gens qui peuvent leur parler d'opportunités, qui peuvent les mettre en contact. Et au fil des rencontres, peut-être qu'il y a des opportunités professionnelles qui vont se rencontrer. Donc, ils n'hésitent pas, par exemple, à aller dans des assos bénévoles. Je ne sais pas, moi, je pense par exemple, si on parle d'agriculture urbaine, à la Sauge, qui est une asso qui est géniale. Et là, on rencontre forcément d'autres gens qui sont géniaux. Et peut-être que, une fois qu'on a un réseau qui est en place, il y a peut-être des opportunités professionnelles qui peuvent en ressortir. Et je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui ont compris ça. Le fait de s'imprégner du monde qui les entoure et aussi le fait de se bouger. Parce que là, j'ai peut-être un discours qui veut dire ne fais rien, le destin choisira pour toi. Mais je pense que dans tous les cas, le destin n'aide que ceux qui se bougent les fesses. Oui, il faut respecter la chance. Et la chance, elle arrive uniquement parce que tu as mis en place certaines choses et finalement, le hasard n'existe pas réellement. Non, c'est ça. Faut se bouger, il faut être à l'écoute. Et en fait, je le vois très bien sur les gens qu'on reçoit chez nous en stage. J'ai vraiment deux types de jeunes et j'ai l'impression que le fossé se creuse de plus en plus. Il va y avoir ceux qui sont passifs et je les vois, ils arrivent en stage et en fait, ils attendent juste que je leur dise quoi faire. Ils sont pas du tout force de proposition, pas du tout proactifs. Et pour moi, le problème, c'est que les autres sont en train de prendre une distance énorme et eux, ils vont se retrouver complètement perdus dans la société. Les autres, ils arrivent et direct, ils me disent en fait, tiens, pour ton site web, regarde, je fais un peu de code, je te propose ça. Et du coup, comme ils sont force de proposition, moi, c'est génial, ça me stimule à mort. Je les mets en contact avec 10 000 gens et on fait des projets qui sont fous. Mais j'ai rencontré des jeunes incroyables. Et moi, je me dis, mais à leur âge, s'ils sont comme ça à 20 ans, mais qu'est-ce que ça va être plus tard? Et ils s'intéressent un petit peu à tout. Et en plus,
on a une époque où le savoir, les connaissances sont accessibles à tous. Donc, il y a vraiment ceux qui vont être proactifs et qui en profitent et qui vont se dire, bah tiens, ça, j'ai envie d'apprendre un petit peu, ça me plaît pas, tant pis, je le laisse de côté. Je le next, comme ils disent. Comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes. Donc, ils next plein de trucs, mais ils s'intéressent à plein de choses. Et voilà, ils ont juste compris que ça, c'était leur génération, que tout est possible. C'est un challenge, parce que du coup, ceux qui ont compris ça, ils vont très vite, très loin. Et il n'y a plus cette histoire de, bah, t'es jeune, tu sais rien faire. Et tu l'as dit tout à l'heure, les Sourciers, c'est pas juste une serre maraîchère de 600 mètres carrés, c'est aussi un centre de formation, mais particulier, parce que c'est un centre de formation majoritairement en ligne. Donc, vous faites des formations. Et, est-ce que tu penses qu'on peut réellement former des professionnels à distance par l'outil vidéo? Et oui, qu'est-ce que tu en penses? Bah, au début, j'étais un peu vieux jeu, j'y croyais pas trop. C'est pour ça que toute notre formation était présentielle. Et en fait, je me suis très vite rendu compte des limites que ça présentait. Tout d'abord au niveau du temps, on n'apprend pas tous à la même vitesse. Et je le voyais alors on essaie d'avoir des groupes qui sont relativement petits, mais sur une dizaine de personnes, je voyais qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus rapides que d'autres. Tous ne viennent pas en plus avec les mêmes bases. Donc en fait, il y en avait pas mal qui étaient perdus en route. Et lorsqu'on faisait nos formations justement sur des sujets théoriques, tu vois, devant un PowerPoint et tout, je voyais que c'était assez injuste du coup pour certains, ou il y en a qui sont un peu trop timides pour prendre la parole et poser des questions, ou dire bah attends, là j'ai pas tout compris, reviens dessus. Donc je trouvais ça dommage, et c'est là où en fait on s'est dit en fait il faut scinder notre formation en deux, et tout ce qui est théorique il faut qu'on le fasse en ligne. Tout ce qui est pratique, on continuera à le faire à la serre, mais du coup en prenant notre temps, voilà, en s'amusant à la serre, en faisant des jeux, des ateliers pratiques, plein de choix pédagogiques qui font que les connaissances sont mieux assimilées, parce qu'on apprend en faisant. Et donc je m'étais dit, bah allez, mon contenu théorique, je le passe en ligne. À la base, je m'étais dit, je vais juste m'enregistrer devant un petit PowerPoint. Ça, c'était sans me connaître suffisamment, parce que je suis incapable de faire quelque chose d'aussi moche. Donc, en fait, j'ai pris 1 an à développer cette formation pour qu'elle soit trop belle, en faisant des super vidéos. Et en fait, j'ai passé peut-être 10 heures de formation, mais en fait, en ligne, ça devient 20 heures, parce que du coup, j'ai vraiment eu le temps d'aller dans le fond de chacun des sujets, de transmettre toutes mes connaissances pour bien comprendre les plantes, les substrats, les systèmes de culture, comment être de plus en plus écologique dans ses choix. Et puis, j'aborde tout, comment chauffer une serre, refroidir une serre, faire son business plan, enfin bon. Un truc ultra complet. Et maintenant, les stagiaires, ils sont priés de faire leurs 20 heures de formation avant de venir sur place. Et quand ils viennent pendant 3 jours, ils sont tous au même niveau. Et c'est de la bombe, parce que du coup, on peut vraiment s'éclater dans les plantes, on peut vraiment aller plus loin sur tous les sujets. Et c'est génial. Je trouve que les outils digitaux nous offrent des possibilités qui sont géniales, et il y a beaucoup d'écoles qui devraient s'y mettre, parce que les PowerPoint, c'est soporifique. Enfin, c'est fou, ça ne devrait plus exister. Les dizaines d'heures d'amphi devant les profs soporifiques. Exactement. Si en plus tu as un prof un peu ennuyeux, non, tu meurs. C'est pas possible. Et je pense qu'on l'a bien compris, tu as énormément envie de partager tout ce que tu apprends et d'expérimenter et d'évoluer au contact des gens. Et c'est aussi pour ça que tu as fait ta chaîne YouTube avec plus de 40 000 abonnés maintenant. Oh là là. Et quelle est la différence entre une formation en ligne et une vidéo gratuite sur YouTube? Ah bah si je pouvais... Non, c'est pas du tout la même chose. En fait, mes vidéos YouTube, au fur et à mesure de mes heures passées dans la serre, j'ai envie de transmettre plein de petites choses, des petits détails du quotidien. Ou quand je visite des sites, je me dis, attends, c'est génial, ça faut que j'en parle. Mais en quelques minutes, je peux pas entrer dans le fond du sujet. Puis il faut que je reste grand public, que ça parle à tout le monde. Donc je peux pas rentrer en profondeur dans aucun des sujets que j'aborde. C'est plutôt pour informer le grand public, faire connaître, c'est un peu ma mission de vie, faire connaître l'hydroponie, essayer de la dédiaboliser, essayer de montrer à quel point ça peut être intelligent. Parce que en fait, mon objectif final, c'est qu'il y ait plein de gens qui s'y intéressent pour que ça devienne de mieux en mieux. Parce que moi, toute seule, j'y arriverai pas. Même si j'ai Nicolas qui pèse dans le game. Donc les vidéos YouTube, c'est pour intriguer, c'est pour se dire, ah, c'est quoi ce truc? Commencer à informer. Ensuite, les gens, s'ils se disent, je peux un peu commencer à essayer chez moi. Et si ça leur plaît, s'ils veulent passer à un niveau un peu plus professionnel, là, ils suivent la formation en ligne qui, du coup, est payante. C'est vraiment une étape intermédiaire aussi. Ça leur donne aussi une idée de qui je suis, comment est-ce que je communique, quelle est la qualité des vidéos que je fais. Parce que c'est vrai, quand on s'inscrit à une formation en ligne, on a toujours peur de payer, ensuite d'arriver sur une page horrible, avec du contenu horrible. Pas du tout ludique ni pédagogique. Alors
Alors c'est chouette, ouais. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une formation en ligne, au moins il y a quand même pas mal de contenu pour pouvoir commencer. Et puis, comment ça se déroule une formation chez Sourcier, puisque c'est pas simplement tout un stock de vidéos sur une plateforme payante, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Non, c'est ça. En fait, il y a des vidéos dans un ordre logique, avec pas mal de contenu aussi à télécharger, une bibliothèque avec toutes nos références, et puis surtout, c'est une communauté. Donc, il y a un forum dans lequel tout le monde, tous les apprenants peuvent échanger, même s'ils ne se voient pas. Et ensuite, il y a une page Facebook avec un groupe privé. Et en fait, c'est génial parce que du coup, il y a des gens qu'on a formés. On a commencé à donner des formations en 2015. Donc, on commence à avoir beaucoup d'anciens apprenants. Je sais plus, 300, 400, 500. Honnêtement, je ne suis pas le chiffre, c'est pas important. Mais du coup, des gens qui se sont installés mais partout dans le monde. C'est ouf. Et du coup, ils nous font leur retour d'expérience, ils nous envoient des photos. C'est bien parce que les gens qui s'installent, ils posent des questions sur des sujets que parfois, nous, on n'a pas vus. Mais du coup, il y en a d'autres qui les ont vus ou qui ont eu les mêmes problématiques. Donc, ça fait une grande communauté d'entraide dans ce monde que je dis du hors-sol écologique, parce que beaucoup de gens qu'on se forme, il y en a qui s'installent en hydroponie, d'autres en bioponie, d'autres en aquaponie. Les formations, elles sont vraiment adaptées à tout le monde. Et donc, Et puis là, c'est génial. Il y en a qui font des hybrides entre l'aquaponie et la culture en pleine terre. Enfin, c'est génial. Les gens, je trouve que c'est... Moi, j'apprends beaucoup de mes apprenants aussi. C'est hyper inspirant. Et pour la partie pratique, puisqu'on peut pas... J'imagine qu'on ne peut pas se lancer dans l'agriculture sans avoir touché les plantes et avoir eu quelqu'un qui nous guide. Ah ouais. Ouais, pour moi, c'est hyper important de venir faire de la pratique. Alors, si c'est pas chez nous, que ce soit dans une autre ferme, parce qu'il y en a qui vivent loin, qui ne peuvent pas forcément faire le déplacement. C'est quelque chose que je regrette beaucoup, c'est de ne pas avoir pris le temps de faire des stages pratiques dans d'autres fermes, bio même, d'autres fermes de maraîchage, parce que finalement, ce qu'on apprend en hydro, il y a quand même beaucoup de points communs avec du maraîchage conventionnel ou bio, hein, peu importe. Tout ce qui est planification des cultures, que ce soit en hors-sol ou en sol, c'est vraiment kiff-kiff. Donc, il faut mettre les mains dedans, surtout pour se rendre compte de ce que va être sa vie future. Parce qu'au niveau technique, on peut tout avoir assimilé, mais si on n'a pas compris, si on ne s'est pas projeté dans le nombre d'heures que ça va représenter, dans les contraintes physiques, il y en a beaucoup qui sont surpris, par exemple, quand ils viennent de la chaleur qu'il fait sous la serre en plein été. Et ouais, il fait très chaud sous la serre en plein été. Il faut pouvoir supporter la chaleur, les moustiques qui te piquent, voilà, les clients qui t'appellent à 6h du mat pour passer commande. Enfin, il y a des petits points de réalité de la vie dont on se rend compte que quand on est sur place, ou même des gens qui arrivent et qui disent « Ah, mais en fait, je suis allergique aux fleurs. » Ah, bah oui, c'est dommage. Non, mais on voit de tout. Hein, on voit de tout. Du coup, c'est important de pouvoir tester, de pouvoir se mettre en situation avant de faire ce choix. Ouais. Les Sourciers, c'est un projet de vie. Ça prend tout ton temps, finalement. Toute ta famille est intégrée à l'intérieur. Et vous dites souvent que vous avez troqué un niveau de vie pour une qualité de vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui était le plus dur dans ce changement de vie et aussi les plus grandes satisfactions que tu as au quotidien? Ouais, alors je pense qu'il faut être le plus transparent possible, surtout quand on parle de reconversion professionnelle, parce que souvent c'est un peu fantasmé. Alors là, encore une fois, c'est une appropriation des médias, mais on dit ouais, c'est trop le bonheur. Après, en fait, il y a des choses qui sont quand même très difficiles. Donc j'essaie d'être le plus transparente possible. C'est aussi pour ça que j'avais écrit le livre. Clairement, je suis hyper heureuse de cette reconversion professionnelle. On gagne beaucoup moins qu'avant. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. On a perdu une certaine place dans la société, un certain prestige. C'est vrai que ça en jette moins de dire je suis maraîchère que de dire voilà nos titres d'avant. Voilà, on n'a plus la voiture. Maintenant, on paye nos forfaits téléphoniques, nos ordinateurs. Il n'y a plus le service technique pour nous réparer ces petits outils multimédia. Mais je savais que j'allais vouloir être maman un jour. Pour moi, c'est hyper important, la famille. Et le fait d'être à son compte, ça permet justement de pouvoir faire des choix. Et pour moi, c'est ça la liberté. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est simple de faire des choix, mais disons que je choisis quand est-ce que je veux plus ou moins travailler et donc être plus ou moins avec mes enfants. Parce que j'ai 2 petites filles. Et maintenant, c'est chouette de pouvoir se dire je travaille moins pour être plus avec mes filles, mais ce qui est très dur en parallèle, c'est du coup de moins travailler. Enfin, en tout cas pour moi, ces dernières années, il a fallu que je laisse de côté certains projets, en l'occurrence la partie production. Comme j'avais tellement envie de développer toute cette partie communication, les vidéos YouTube, les formations et le livre, finalement, j'ai un peu
je vais moins souvent à la serre. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est dur. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu mon bébé qui m'échappe. Donc, on a pris une troisième personne. Donc, on est 3 sourciers depuis 2017. Ouais, c'est ça. Moi, Nicolas et Brice, du coup, notre chef de culture, qui lui, du coup, est tout le temps à la serre. Nicolas, il est entre la serre et les filles. Et moi, je suis entre tout ce qui est formation, communication et les filles. Et c'est dur. Mais comme n'importe quel parent qui a des choix à faire entre vie professionnelle et vie de famille, c'est dur, mais n'empêche que c'est... Enfin bon, moi, je suis hyper contente de passer beaucoup de filles avec mes filles, beaucoup de temps avec mes filles. J'ai pu attendre leur 1 an avant de les faire garder pour l'une comme pour l'autre. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Je sais que je ne revivrai pas leur enfance, donc je suis contente de l'avoir fait. Après, c'est vrai que c'est des sacrifices qui sont... voilà. Pour moi, c'est pas évident. Voilà, c'est pas des choix qui sont évidents non plus. Faut pas le fantasmer. C'est pas la petite maison dans la prairie. Je considère quand même que j'ai une vie rêvée parce que voilà, moi, mon rythme pour avoir un ordre d'idée, je pose mes filles du coup maintenant chez la nounou. Elles passent la matinée chez la nounou pendant que moi je bosse le plus efficacement possible. Ensuite, je vais les chercher à midi. Je les mets à la sieste. Du coup, je passe 1 ou 2 heures avec elles avant la sieste. Je les mets à la sieste. Pendant la sieste, vite, j'essaie de travailler un petit peu plus. Et ensuite, elles se réveillent et je passe toute la fin de l'après-midi avec elles. Et ça, c'est trop, trop bien. Et on cuisine, voilà, on fait plein d'ateliers manuels. Et là, je me dis, je suis la personne la plus heureuse du monde. Même si des fois, j'ai envie de les envoyer par la fenêtre, comme tous les parents. Hein. Pas non plus fantasmer ça. Mais c'est trop de bonheur. Et après, quand elles dorment, j'essaie de retravailler un petit peu. Parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de travail. Parce que je suis sur 10 000 projets en même temps. L'année prochaine, ça va changer, étant donné que Brice nous laisse. Donc je vais Brice, le chef de culture de la serre. Brice, notre cher chef de culture, nous laisse. Et donc, c'est un autre tournant pour les sourciers. Mais de toute façon, la vie est une continuité de tournant. Hein. Et donc, je vais un peu laisser de côté, maintenant que la formation digitale est créée et le livre est écrit, je vais essayer de ne pas me relancer dans n'importe quel autre projet fou pour justement reprendre la main sur la serre. Et je vais être très contente de pouvoir me rapprocher de mes petites plantes. En plus, ma fille aînée, du coup, a 3 ans, donc elle va rentrer à l'école en septembre, donc ça devrait pouvoir le faire. Et je le vivrai un peu comme une deuxième étape. En plus, on va déménager. Enfin bon, encore une grande aventure qui nous attend. Mais je suis hyper contente de cette reconversion professionnelle. C'est juste pas simple. Faut pas croire que c'est simple. Voilà. Ouais. Tu as parlé d'études de marché tout à l'heure, de communication. Tout ça, c'est du langage du monde des affaires. Est-ce que tu penses que tous les agriculteurs sont des entrepreneurs ? À mort. Les agriculteurs, c'est des ouf. Franchement, c'est hyper dur de gérer une entreprise agricole. C'est hyper compliqué au niveau administratif, au niveau comptable. C'est hyper dur parce qu'il faut se rénover en permanence. Et c'est hyper dur parce qu'on a une mauvaise image au sein de la société. C'est pas très bien accepté d'être agriculteur. Alors moi, je suis dans le créneau maraîchage, donc à la limite, ça va, c'est un petit peu plus connu. Mais il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui, en plus, sont mal vus. Donc je sais pas comment ils font pour tenir. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il faudrait plus les soutenir, plus les encourager. C'est vraiment des entrepreneurs. Vraiment, vraiment. Ouais. Et, on l'a entendu depuis le début, plusieurs fois, tu as dit que tu avais écrit un livre. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre ? Alors, le livre s'appelle « Monter sa micro-ferme » en hydroponie, bioponie et aquaponie. C'est un guide pratique qui retrace notre aventure humaine. Voilà. Et la particularité de ce livre, c'est que tu le finances par financement participatif sur une plateforme française qui s'appelle Mimosa et qui est spécialisée dans l'agriculture. C'est-à-dire que le livre va être vendu avant même d'avoir été imprimé, mais il a déjà été écrit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système ? Ouais, en fait, j'avais été approchée par plusieurs maisons d'édition. J'ai beaucoup de chance. Je pense que c'est grâce à ma présence sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube, pour écrire un livre sur l'hydroponie. Mais j'ai jamais réussi à trouver une maison d'édition qui était prête à prendre le risque de faire ce livre que je ne voulais pas. Je voulais pas que ce soit un manuel chiant. Je voulais qu'il y ait plein de photos, que ce soit inspirant. Je voulais écrire avec beaucoup de légèreté. Plein de dessins, plein de schémas. Ouais, vulgariser, quoi. Expliquer les trucs avec un langage simple, avec plein de schémas, plein d'images. Et puis, je voulais parler aux porteurs de projets, enfin, à ceux qui veulent se lancer. Raconter un peu un récit humain, tu vois. Je voulais raconter toutes nos mésaventures, enfin, nos problèmes.
ça rentre un petit peu dans le personnel et pas mal dans le technique. Donc, c'était un peu un livre hybride, à la fois un manuel technique où je présente par exemple les différents substrats, mais je raconte un peu notre life à côté. C'est pas trop grand, enfin, c'est un peu grand public, mais ça parle aussi aux pros. Donc, ça rentrait dans aucune case. Donc, les maisons d'édition, il n'y en a aucune qui était prête à prendre le risque. Et donc, dans ce cas, quel est le choix ? Eh bien, c'est de faire de l'auto-édition. Au début, j'étais pas très motivée parce que ça fait du travail en plus. Et après ça, en fait, je me suis dit, mais je connais pas du tout le monde de l'édition. Je vais apprendre plein de trucs. Donc voilà, je me suis laissée embarquer encore là-dedans. Le monde de l'édition, c'est fascinant. C'est pas le sujet du podcast, donc je vais pas m'étaler. Je me retiens. Et quand on est en auto-édition, en fait, il faut payer l'imprimeur avant de vendre ses livres. Et ça coûte cher l'impression. J'ai pas les moyens financiers de faire ça. Et donc, en fait, pour tester un petit peu l'intérêt pour un livre, on fait une campagne de financement participatif. Donc là, la plateforme qu'on a choisie, c'est Mimosa, qu'on trouvait vraiment en accord avec nos valeurs. Je les connais bien grâce à la FOP, parce qu'ils sont partenaires de mon association d'agriculture urbaine. Et j'aime bien comme ils accompagnent les porteurs de projets. Donc on a un coach, salut Gauthier, qui nous accompagne dans ce lancement-là. Et on va en fait pré-vendre le livre. Et donc, il y a beaucoup de communication qui est faite justement pour essayer de dire à tout le monde « Youhou, on écrit un livre !» Et s'il y a assez de prévente, on va se dire « Ok, on a les moyens de l'imprimer, de payer l'imprimeur. » S'il n'y a pas assez de prévente, on se dit « Bon, ok, ce livre, en fait, n'intéresse pas tant. » Et du coup, on change de projet, quoi. Et encore une fois, ce ne sera pas un échec, ce sera un apprentissage de plus, c'est pas grave. Mais c'est génial, en fait. On vit à une époque qui est super grâce à ça. J'aurais jamais pu faire ça... Du coup, je sais pas, même il y a 10 ans, il y a 20 ans, je sais pas si ça existait. Tu n'aurais jamais pu te faire connaître ou apprendre autant sans le digital, et c'est la chance de l'époque dans laquelle on vit. C'est ça. Ouais, on peut râler tout ce qu'on veut sur notre époque, mais elle offre des choses qui sont merveilleuses. Faut rester optimiste et en profiter. Alors, tu as déjà parlé tout à l'heure, je voulais te demander un message que tu voudrais transmettre aux jeunes. Tu en as déjà parlé tout à l'heure qu'il fallait s'entourer et tester et être au contact de personnes qui travaillent ou qui vivent dans le milieu dans lequel on a envie d'évoluer. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils comme les études ou les expériences qu'il faut avoir ? Un maximum d'expérience pratique. À mon avis, il faut être très curieux, faut profiter des formations en ligne, des MOOC, un maximum, tâtonner un petit peu, puis on voit bien les sujets qui nous fascinent. Et puis, il ne faut pas avoir peur aussi de changer d'idée. Des fois, il y en a qui se disent « Ah bah non, ça fait déjà... » Moi, par exemple, je me suis intéressée à la photographie pendant 1 an. Je m'étais acheté du matos, je m'étais renseignée, puis je voyais que ça prenait pas. C'est comme quand j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare. Non, mais on voit, ça prend pas. Et si ça prend pas, bah tant pis, on revend la guitare, on revend l'appareil photo, et puis on passe à autre chose. Je pense qu'il faut beaucoup tâtonner, il faut accepter qu'il y ait différentes vies dans une vie. Et puis, il ne faut pas trop se laisser influencer par les autres. Il faut voir ce qui marche. Et aujourd'hui, dans l'agriculture, on a accès, par exemple, au woofing. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes d'aller faire du woofing partout en France ou dans le monde ? Ouais, à mort. Justement, pour désacraliser le métier, tous les métiers agricoles, il faut être sur place pour voir comment est-ce qu'on y vit vraiment. Nous, on a reçu des woofers, des gens géniaux, et du coup, ils se rendaient un peu mieux compte de notre quotidien. Oui, parce que le woofing, en fait, on utilise une plateforme qui s'appelle Woof, il me semble. Ouais. Et donc, le deal, c'est la personne travaille toute la matinée ou 5 heures par jour, quelque chose comme ça. Et en échange, elle est logée et nourrie dans l'exploitation agricole. Exactement. Et en fait, le deal, c'est du travail contre des compétences, finalement. C'est ça, ouais, un apprentissage de vie. Après, il faut bien tomber parce que c'est comme partout. Faut que ce soit juste, faut que des deux côtés, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut apprendre et puis pouvoir donner. Non, c'est super. N'importe quel stage pratique, de toute façon, c'est un bonus. Et puis, pas hésiter quand tu rencontres des gens à leur poser beaucoup de questions sur leur métier. Est-ce que tu conseillerais de faire des études, même si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole ? Je sais pas. Non, il faut bien choisir son école, quoi. Il y en a qui sont plus ou moins modernes. Nous, c'est vrai que les ingés agro, quand on les reçoit en fonction du cursus ou de l'école où ils étaient, ils nous disaient en fait, ce que j'ai appris, c'est pas du tout applicable aujourd'hui. Mais quand même, malgré tout, les écoles, ça te donne une certaine façon de t'organiser, une certaine façon de communiquer. Ça te met à l'aise avec le vocabulaire. Ça te donne une méthodologie qui, même si le contenu en final va pas forcément te servir, la méthodologie, elle va rester. Ça te fait un réseau aussi. Ça, le réseau, laisse tomber, ça n'a pas de prix.
Donc, ouais, moi, si j'aurais pu faire une école agro, je l'aurais fait. Il paraît que vous faites bien la fête, en plus. Si tu pouvais dessiner le portrait d'une agriculture idéale dans le futur, qu'est-ce que ce serait? Alors, pour moi, il n'y a pas une agriculture. Il y a une multiplicité d'agricultures. Je pense que pour avoir une société idéale, il faut avoir des gens qui sont sensibilisés, informés. C'est génial parce que c'est bien parti, parce que j'ai l'impression que de plus en plus de gens s'intéressent. Mais il y a une grosse partie d'éducation autour des problématiques agricoles. Et j'ai pas du tout confiance en les extrêmes, tu vois. Et parfois, ceux qui prônent justement les modèles, les micro-fermes en permaculture, bio et tout, ils vont trop dans un extrême. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça défend des belles valeurs, mais c'est pas tout le temps réaliste. En fait, du coup, ça donne des mauvaises idées au grand public qui croient qu'ils peuvent être en autonomie alimentaire totale sur un hectare et qui pourront produire leur lait et leur blé pour faire leur pain. En fait, non. Il y a des choses sur lesquelles on peut être autonome, d'autres non. On a besoin des petites micro-fermes localement, parce que c'est complètement débile de manger du persil qui vient du Portugal quand on est en France, parce qu'on peut très bien le faire pousser à côté de chez nous. Par contre, il ne faut pas rêver, quoi. On ne pourra pas avoir 100% de nos aliments qui viennent à moins de 50 km. Donc je pense qu'il faut arrêter de diaboliser les gens qui font des grandes cultures, parce qu'on a besoin des grandes cultures. Il faut plutôt sensibiliser à la cause environnementale tous les jeunes, et comme ça, ceux qui vont reprendre les grandes cultures avec ces nouvelles notions, ils vont les faire évoluer. Et en fait, c'est en train d'évoluer, mais on fait de l'agribashing sans se rendre compte que ça met un temps fou à évoluer. Et les investissements qui ont été faits par les parents ou les grands-parents, les jeunes qui reprennent ces fermes, ils peuvent pas dire ok, tout ça là on jette et on va racheter. En fait, ils arrivent, ils ont des dettes, ils ont du matos, ils peuvent pas s'en débarrasser comme ça. Les techniques c'est de l'ingénierie, quoi. On ne peut pas inventer un nouveau système du jour au lendemain, ça n'existe pas. Donc on est dans une société qui est très pressée. À partir du moment où tout le monde est un peu sensibilisé et sur le même niveau d'information des efforts qu'il faut faire pour essayer de sauvegarder la planète, moi j'ai confiance. Je pense que ça va aller dans la bonne direction. Donc une agriculture idéale, c'est plein d'agricultures différentes qui se complètent, qui sont bien informées et qui sont soutenues par les consommateurs. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, protéger les petits agriculteurs qui sont en micro-ferme, c'est hyper important parce qu'on sait que un modèle 100% industriel, ça ne marche pas non plus. Tout comme un modèle 100% micro-ferme, ça ne marche pas. Et le risque, c'est aussi, surtout par rapport au Covid, qu'il y ait trop de normes sanitaires qui affectent justement les petites structures, qui font pour qui ce serait compliqué de continuer à travailler. Et donc voilà, j'espère qu'on partira pas dans un extrémisme comme ça qui favoriserait les grandes structures au détriment des petites. Mais plus elles seront mises en avant et plus elles seront du coup protégées. Donc c'est cool. Franchement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au monde agricole. Moi, je crois que l'avenir va être chouette là-dessus. Une réponse qui met tout le monde d'accord, je pense. Oui. Ouais. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous faire ta recommandation culturelle? Ok, ma recommandation culturelle. Alors, nous, on est un peu monsieur et madame Bactérie avec mon chéri. Donc, un livre qui m'a pas mal fait changer d'avis, qui m'a pas mal marqué, même si tu vas te moquer de moi parce que c'est pas un livre agricole du tout, mais c'est Le charme discret de l'intestin de Julia Sanders, qui est un livre qui parle justement du rôle des bactéries dans notre ventre et à quel point est-ce qu'elles nous influencent et à quel point il faut les aimer, ces petites bactéries, parce qu'elles travaillent avec nous. Et comme c'est quelque chose que... Enfin, moi, j'ai lu ce livre, j'ai fait « Ah bon, mais pour moi, une bactérie, c'était forcément mauvais ». Et ce micro-monde, en fait, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et c'est fascinant. Et c'est aussi quelque chose, du coup, que nous, on applique dans l'eau, où on essaie de garder tout ça vivant. Et c'est hyper complexe parce qu'on ne comprend pas encore très bien. C'est difficile à voir, à analyser. Et dans la Terre, c'est pareil, tous les symbioses entre les champignons, les racines. Je trouve ça génial. J'ai l'impression de plus en plus que les bactéries, elles nous définissent, elles nous guident. Et il faut travailler avec elles et pas contre elles. Voilà. Ce qui va dans le sens de ta recommandation de ne pas toujours augmenter les contraintes sanitaires, notamment pour les micro-fermes. Exactement. Il faut prendre des décisions intelligentes à ce niveau-là. Il faut faire gaffe. Avec les bactéries, pas contre les bactéries. Mais ouais, non mais trop. Ouais. Non, mais il faut encourager. Toutes les initiatives qui vont dans le bon sens et il faut bien s'informer. Voilà.
Les gens qui ont découvert les sourciers avec ce podcast, quelle vidéo il faut qu'ils aillent voir sur ta chaîne? S'ils tombent sur ma chaîne, ils vont tomber sur... Alors, s'ils ne sont pas du tout dans le monde hydroponique, il y a plein de tutos qui n'ont rien à voir avec l'hydroponie, qui sont tout à fait applicables en terre, comment faire une bouture, tailler le basilic, etc. Mais s'ils veulent découvrir ce que c'est un peu que l'hydroponie, j'ai une vidéo très courte qui s'appelle « Hydro quoi ?» et qui explique un petit peu la différence entre l'hydroponie, la bioponie et l'aquaponie. Voilà. Après, s'ils ont envie de se moquer de moi, ils vont faire un gros scroll et retrouver mes premières vidéos où j'étais pas du tout à l'aise face à la caméra et je racontais ma vie et mes aventures au tout début alors que j'étais en train de monter ma micro-ferme. C'est très rigolo. Voilà. Et quelle personne on va inviter pour le prochain épisode du podcast? Je suis sûre que ça va être quelqu'un de génial, déjà. Moi, je serai la première à l'écouter et à en parler sur Instagram. Pour continuer sur la lignée de tout n'est pas tout beau, tout rose, je pense que c'est intéressant d'inviter des gens qui ont vécu des expériences justement compliquées, des petits challenges comme ça, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, par les mauvaises expériences des autres, entre guillemets. Et j'aime beaucoup Margot Bounine-Cavallet de Happy Coulters, si elle est d'accord pour intervenir, j'ai connu parce qu'elle faisait un tour du monde des initiatives agricoles, des micro-fermes, justement, génial. Et elle voulait monter sa ferme et elle est tombée enceinte en même temps. Et elle a vécu vraiment ce paradigme de monter son projet tout en étant maman. Et avec tous les c'est ça, les sacrifices qu'il faut faire. Et c'est très dur, du coup, de vouloir être à fond avec son enfant et à fond à monter sa ferme. Mais des fois, c'est un peu injuste. Tu vois, surtout quand on est associé avec des mecs qui, du coup, partent du principe que normal, ils allaitent pas, donc c'est eux qui ont plus de liberté pour aller se former, pour gérer la ferme. En plus, un mec, c'est censé être plus fort, donc c'est eux qui font les travaux physiques. Et c'est compliqué. Et du coup, elle a vraiment une belle vision là-dessus sur comment être femme et monter sa ferme et un peu les erreurs à ne pas faire. Et voilà. Et du coup, elle a un projet qui a changé, qui a évolué énormément. Et aujourd'hui, elle est plus dans la pédagogie, justement, comme elle adore les enfants. Elle est trop forte, c'est une super maman. Elle essaye de sensibiliser les jeunes qui sont installés autour de chez elle. Elle est en Dordogne. Et elle fait venir des écoles sur son terrain. Elle leur montre des choses et c'est génial. Bon, bref, c'est un très beau projet. Et je trouve qu'il est très beau parce qu'il est très réaliste, en fait, du monde réel. Avec toutes les complications qu'implique le fait de monter un projet, et encore plus à plusieurs. Et maintenant, la question existentielle. Oh my God. Qu'est-ce que tu dirais à la Marion de 16 ans? La Marion de 16 ans, elle était déjà complètement folle, donc ça n'a pas changé. Je pourrais pas la faire changer, d'ailleurs. Je lui dirais d'être gentille avec ses parents, parce que c'est pas facile d'être parent. Voilà. D'être poli. Arrêter de faire le mur. Non, de rester optimiste, mais... Enfin, la vie est belle. C'est vrai qu'à 16 ans, on est un peu, des fois... c'est un peu dur. Mais non, la vie, elle est trop belle. C'est trop bien. Ok. Et respecte la chance. Ouais, voilà. Respecte tes parents, nom de Dieu. Pas possible, ça. Donc, si vous ne l'aviez pas compris, le livre de Marion est écrit et la campagne de financement participatif sur le site Mimosa devrait être lancée autour du 10 juillet 2020. Donc, au moment de l'enregistrement, on est fin juin 2020. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo promotionnelle sur le site Mimosa et à précommander en masse le bouquin de Marion. Attention à la vidéo qui aura été produite par Oiseau Bondissant. Pas n'importe quelle vidéo, s'il te plaît. Bon. Merci beaucoup, Marion. Merci, Alex. Et à bientôt. Oui. Bisous. Voilà, cet épisode de Poids Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site oiseaubondissant.fr, tout attaché, pour découvrir toutes nos productions, nos suggestions culturelles et nos partages d'initiatives positives. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler à 2 de vos proches afin de faire grandir la communauté. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est surtout ça qui nous aidera à vous proposer de nouvelles interviews, toujours plus intéressantes. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.